pense que l'équipe qui montera cette saison, enfin, je sais pas si on ira jusqu'au bout, mais l'équipe qui montera, évidemment, c'est l'équipe qui aura le plus de points. Là. C'est un peu con ce que je veux dire, mais c'est l'équipe qui sera parvenue à être le mieux et le plus fédéré autour d'un projet commun. Une certaine pression autour du football, c'est-à-dire que le foot est devenu l'ascenseur social le plus facile, le plus accessible pour nos plus jeunes. Donc du coup, il y a une forte pression. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de déconfinement. Je suis heureux de vous retrouver pour ce 7e épisode. Plusieurs choses à vous raconter dans l'introduction de cet épisode. La première, c'est que je suis désolé concernant la qualité du son qui a été un peu détériorée durant la réalisation de notre échange. Dans un second temps, je souhaite vous mentionner que j'ai pris le parti de ne pas vous partager l'intégralité de notre échange, cela aurait pu être trop long, et vous retrouverez ainsi à la suite de cet épisode une deuxième partie qui abordera l'expérience de Mickaël d'analyste vidéo au BMSF en région parisienne au niveau R1. Dans un troisième temps, comme vous en avez l'habitude, je ne présenterai pas mon interlocuteur qui est Mickaël, il le fera beaucoup mieux que moi. Cependant, je peux vous signaler que cette fois-ci, ce ne sera pas un voyage comme à l'accoutumée. En effet, expatrié depuis maintenant 4 ans, repartir en région parisienne, découvrir mon premier acolyte dans le football a été pour moi une sorte de voyage. Je vous spoilerai notamment le fait que nous aborderons nos débuts respectifs dans le monde du foot pour ensuite aborder son expérience d'entraîneur de senior en région parisienne. Et évidemment, je vous souhaite une excellente écoute. Je sais pas, parle un peu, raconte-moi comment tu vas. Pour tester le son ? Ouais. J5 confinement, j'en peux plus, je suis au bord de la crise, de nerfs. C'est bon, tu m'entends ? Ça a l'air d'aller bien. Non, sur tes 2 premières interventions, il y avait comme un petit truc de martien là qu'on a l'habitude d'entendre. Là, genre, bon bref. Comme je suis déjà en train d'enregistrer, je pourrais te le faire écouter si ça t'intéresse. Ça va encore ? On est là, hein. Difficilement, mais on est là. Ah, c'est cool, je vais mettre ça dans le podcast. Voilà, on est là. Hein. Et t'as 1 heure devant toi ? À peu près, ouais. Un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Là, elle est en hypothermie, là. Elle est sous le... Voilà, là. Ouais, c'est ça, elle est en endormissement. Ça devrait le faire. Mais ça devrait aller, parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté un podcast qui était justement réalisé J'ai beaucoup pensé à toi, j'ai beaucoup rigolé. Il y a un podcast que j'écoute beaucoup depuis un petit moment. Un de mes préférés, et justement il est en mode confinement et il donne des conseils sur les startups, comment justement elles gèrent la situation actuellement, comment elles s'adaptent, comment elles gardent la tête au-dessus de l'eau. Et à un moment donné, au bout de... C'est un podcast de 2 heures, puis au moment donné, c'est d'où une de mes sources d'inspiration pour le temps. Et à un moment donné, au bout de 15 minutes, il parle des enfants, ouais, comment gérer, et c'est pas genre il y a sa fille qui rentre dans son bureau. Et j'aime bien parce que justement il a laissé il l'a intégré dans le podcast, et donc pendant presque 1 minute 30, bah il y a une coupure de l'échange, et la fille, Louise, elle intervient, et puis il faut qu'il gère ça. Il est sérieux là ? T'es parti ? Allô ? T'es parti. Alors attends, c'est parce que mon téléphone il s'est éteint. Il s'est désactivé, tu sais, il s'est mis en mode veille. Je vais l'enlever. Visiblement, quand ça se met en mode veille, ça te coupe. Je t'écoute. Donc, Louise. Et visiblement, t'es le premier. Pourquoi tu fais pas ça sur ton PC ? Je comprends pas. Il est bien ton PC, non ? Ton gros PC là. Mais non, je t'ai dit que j'ai pas. Ça prend pas le truc. Tu me l'auras mais ton téléphone est chargé, oui ? Ouais, t'inquiète. Ça, j'ai pris les devants. Je prends le temps de demander à chaque fois dorénavant, mais j'ai pas encore eu d'alternative. Mais je sais que dans un conseil de podcast, il y en avait un qui demandait faites attention, pardon. Faisez attention. Bref. Ok, cool. Allons-y. Non, je voulais juste que tu règles ton histoire de veille d'écran bon. avant qu'on se relance.
Non, bah c'est ça, Louise, elle intervient et puis elle dérange et puis elle lui dit bah c'est pas le moment et puis elle veut parler, puis je pense elle a l'habitude de le voir en interview, puis il lui dit bon, soit tu parles au micro parce que je sais que t'as envie, soit je te parle pas. Puis tu sais, elle fait la timide, elle ose pas et puis donc c'est une petite scène. Et bon bref, donc si ta fille elle se réveille, bah, c'est pas un problème, on la fait intervenir et puis on la fait parler de foot, c'est libre, on fait ce qu'on veut, Mick, ici. Ouais, d'accord. Et ça se trouve, il y a personne qui va écouter le podcast, qu'est-ce que tu te prends la tête? Ouais. Vu sous cet angle, ouais, effectivement. Gars, y a rien pour l'instant, il y a R, y a personne, pour l'instant, il y a rien qui est partagé, Donc bref, pour l'instant, c'est plus pour moi que je le fais, et en espérant que ça te dérange pas et que... bah voilà quoi, tu comprends le truc. Disons que je suis rassuré depuis que je sais que tu peux faire du montage, du coupage, tout ça là. Ah mais tout ça, je vais l'intégrer au podcast là. Hein. Ah ouais, non mais Bon, quand bah je... non, c'est bon. J'y suis là, non, je suis bon. Ouais, je t'ai pour moi pour un petit moment. Voilà, une petite heure. Allez, top. Ouais, Top à la lâchette. la blague, il croit que ça va durer 1 heure. Et en tout cas, le son, je suis vraiment content. Merci beaucoup. Ok, cool. Bah déjà, pour la faire un peu semi-professionnelle, je sais pas si le podcast il commencera là, mais bref, c'est pas grave. Déjà, merci Para. Merci Mickaël. Merci Mickaël, enfin, de m'avoir de m'avoir trouvé un petit créneau, même parmi ce coronavirus. Je sais qu'à ce moment-là, normalement, t'es en match le dimanche, donc comme quoi, ça tombe un peu bien, non? Et non, c'est ça, merci. Et puis, bah, bienvenue sur, normalement, ce qui serait, si je dis pas de bêtises, le 6e podcast. Oui. Donc, pour commencer, vu que je vois que tu veux pas me dire bonjour, je vois que tu veux pas dire bonjour aux éventuels gens qui vont l'écouter. Non, je vais te poser la fameuse question que normalement tu es déjà au courant et que j'aime bien commencer par les podcasts. C'est une source d'inspiration que j'ai aussi pris dans le podcast qui m'inspire là justement avec Mathieu Stéphanie. C'est Michael. Si jamais il y a des personnes qui écoutent, il y a peut-être des personnes qui écoutent et qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais? Oh là. Je vais commencer par mon prénom peut-être. Comment je pourrais me présenter? Michael, 30 ans, directeur adjoint d'un service des sports d'une collectivité, en couple, une petite fille, bientôt un deuxième enfant. Passionné de foot et en grande difficulté face à ce confinement. J'en peux clairement plus, ça fait une petite semaine, je tourne en rond. Heureusement que j'ai le droit de sortir de temps en temps pour faire des courses. Voilà. Ok, parfait, pour commencer. Et puis, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que je sais que t'as quelques... Je t'ai déjà donné un peu les sujets que j'aimerais aborder avec toi durant cette heure et ce petit bonus même supplémentaire après l'heure. J'aimerais que tu puisses partager ce que tu te souviens, notamment comment a commencé je dirais comment a commencé ton parcours d'éducateur? Où est-ce que ton parcours d'éducateur, ton parcours d'entraîneur, où est-ce que tu situes réellement le début de cette aventure? Le début de cette aventure, c'est dans les années 2000, j'ai acheté le jeu Entraîneur. C'est là que la vocation s'est construite, je dirais. J'avais, je crois, 10 ou 15 euros dans la poche et je faisais des courses. Et donc, j'ai acheté ce fameux jeu. Et en parallèle, je jouais au foot et j'étais subjugué, surpris et subjugué, je pense que c'est le bon terme, subjugué par la capacité qu'avait l'éducateur de l'époque,
William Madjou, subjugué par la capacité qu'il avait à obtenir de nous le meilleur. On avait tendance à se transcender, à se surpasser lorsqu'il... J'ai à l'esprit, j'ai souvenir de causeries. Alors, va savoir ce qui m'interpellait, c'est à la fois dans la forme peut-être et dans le discours. Ça me transportait et j'ai très vite avec le jeu et donc avec cette découverte et cette façon qu'il avait de passer certains messages, ça m'est vite venu comme une évidence en quelque sorte. Et puis après, comme tu le sais si bien, on peut pas, enfin à l'époque en tout cas ça se faisait pas beaucoup, d'encadrer des gamins alors que nous-mêmes on était de jeunes adolescents. J'ai mis un pied, on devait avoir 18-19 ans. Et j'ai la particularité d'avoir démarré d'ailleurs avec toi. Un peu par hasard, on a décidé de sauter le pas d'éducateur et du coup on s'est retrouvé à 18-19 ans, peut-être 20, je sais plus trop. Ça va faire une dizaine d'années qu'on est dessus, dans un club de Vaujour. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré, puisque du coup on s'est retrouvé encadré des jeunes enfants dans un premier temps. Je crois que c'était le mercredi. C'est mercredi qu'on se libérait de mémoire. Et puis après voilà, la machine s'est lancée. On a passé les différentes formations et diplômes. On a sauté le pas, on a évolué après, on a changé de club tous les deux d'ailleurs au même moment. Et puis voilà, après l'aventure, après le parcours, je dirais, c'est naturellement construit. Est-ce que tu te souviens un peu des premières séances, les premières difficultés, les premières émotions, ce qui te pousse, et du coup ça va probablement m'aider moi aussi à probablement me souvenir, ce qui te pousse à continuer. Et ouais, c'est ça, les premières difficultés, les premières séances, peut-être même les premières victoires, mais pas dans le résultat, mais les premiers signes de plaisir et oui, les premières réussites à entraîner, ce que tu saurais les percevoir ou t'en souvenir? Déjà en fait nous on est entré dans le club à travers il y avait une éducatrice qui s'appelle d'ailleurs toujours Vanessa au club, et en fait elle, je sais pas si tu te rappelles, mais comme elle était même si c'était une femme et que d'extérieur elle avait on avait plutôt l'impression que c'était une dirigeante plutôt qu'une éducatrice, elle a fait un truc super, c'est que comme elle était expérimentée, elle nous avait mis tous les deux sur les groupes les plus à l'aise techniquement et les plus âgés en débutant. Donc on s'est retrouvés, moi je me rappelle très bien les premières séances, je me suis retrouvé sur des séances à 10-12, le grand luxe, du matériel, bon après c'était sur le sable, et j'ai le souvenir d'une fois où elle a dû s'absenter pour raison perso. Et on s'est retrouvés tous les deux à devoir encadrer une séance pour une bonne trentaine de gamins, et il avait grave plu. Je sais pas si tu te rappelles. Il pleuvait, Très vaguement, pleuvait énormément, ouais, et du coup c'était plein de flaques sur le terrain. Et en fait, on a eu le même réflexe tous les deux. On a eu la même, comment dirais-je, on a eu la même idée et la même volonté. Bon après faut remettre les choses dans leur contexte. Vaujour, public un peu particulier, les parents dès que ça pleut, dès qu'il pleut, tu sais comment ils sont, donc ils posaient des questions. Et nous coûte que coûte, on a maintenu la séance et on s'est dit vas-y, c'est un challenge, on va essayer on fait coûte que coûte la séance, et même pas peur quoi. Même pas peur, on devait je crois qu'on devait avoir une vingtaine d'années. Même pas peur, on fait la séance. Allez quoi, on y va, on se lance. Et c'est un peu pour moi une qualité, mais c'est un peu surtout comment dirais-je, notre ligne, en tout cas pour moi c'est comme ça, mon fil conducteur tout au long du parcours. Vas-y, c'est des challenges, on nous met en difficulté,
Faut qu'on fasse coûte que coûte. Et je me rappelle très bien, malgré la pluie. Alors la séance n'a pas duré longtemps, parce que du coup Giovanni était venu entre temps Je pense que je m'en souviens maintenant, effectivement. Mais je me rappelle, j'ai plein de souvenirs de plaisir ressenti sur les séances, sur les choses qu'on proposait, sur le sourire des enfants. Et j'ai en souvenir aussi des tournois où on s'était retrouvés en finale. Donc voilà, bon, forcément du coup des victoires, mais j'ai de bons souvenirs. Alors après, si tu pousses l'expérience vos jours, parce qu'on y allait 3 ans, j'ai souvenir d'un tournoi que tu avais fait toi au Lusitanos. On était parti avec Samy. J'ai souvenir d'un tournoi sur Brou-sur-Chantraine. On avait gagné un tournoi sur Brou-sur-Chantraine la deuxième année, je crois. L'année où on était. Exact. Bon, voilà, j'ai plein de petits souvenirs. Après. Tu saurais, toi, me dire un peu, jeune éducateur, 20 ans, nos inspirations, on est parti avec la même inspiration, c'est l'entraîneur, c'est football manager. Tu saurais dire quelles étaient nos intentions sur les premières séances, sur nos premières années, sur tes premières années, quelle était la philosophie que tu voulais suivre, quel était le modèle auquel tu essayais de t'identifier, quels étaient si on peut appeler ça, les premiers principes que tu essayais de transmettre, les premières valeurs que tu essayais de transmettre aux jeunes durant les séances? Moi, j'ai souvenir de rabâcher à plusieurs reprises le fait de repartir de derrière. Ça, je m'en rappelle très bien. Donc ça, déjà, c'est un premier principe. Après, je t'avoue que ça reste vague. Ça reste vague. J'ai souvenir de quelques séances tactiques, un peu trop tactiques. Tu sais, un peu à l'arrêt. Exactement, au poste, tu sais, donc les gamins. Je pense à qui? Je pense à Naofel, le neveu de Samy. Exact. Qui avait tendance à vite se braquer et à extérioriser. Tu vois, c'était quelqu'un qui était assez introverti. Et j'ai son visage en tête, là, au moment où je te dis qu'on faisait un travail tactique avec un travail au poste, qui aujourd'hui, d'ailleurs, après coup, n'était pas du tout adapté aux gamins, les pauvres. Mais j'ai souvenir de cheminement à vide, de déplacement. Je crois qu'il n'y avait même pas de ballon. C'est tombé le truc. Le truc pas du tout adapté aux gamins qui demandaient qu'une chose, c'était de jouer. Mais je te dirais repartir de derrière. Et après, j'ai pas le souvenir de principe vraiment établi. Exact. Établi. Du coup, je m'en souviens très bien. On enchaîne, on part, on se forme petit à petit un peu sur le tas avec cette expérience-là. Puis on enchaîne, on part sur un second club, donc à Sevran. Puis je veux pas tout de suite faire le saut sur l'expérience que tu es en train de vivre maintenant. Mais si parmi les 10 dernières années, avant de pouvoir faire le lien avec la saison que tu vis actuellement, est-ce que tu saurais me dire un peu, je sais pas, par exemple, les chemins par lesquels tu es passé, s'il y avait des stades par lesquels tu es passé de progression, je sais pas s'il y a des choses qui sont claires, mais en gros, comment ton encadrement a évolué, comment ta perception a évolué, comment ta gestion de groupe a évolué tout au long de ces différentes expériences, notamment chez les jeunes. Je dirais que l'évolution, elle s'est faite en fonction de l'âge du public, puisqu'en fin de compte, on a commencé dans un premier temps débutant, et puis petit à petit, on est passé sur un public poussin, U11, puis U13, etc. Donc déjà les groupes, plus j'ai avancé moi dans mon parcours, plus le groupe était en quantité important. Au début, tu sais, chez les petits, on était sur du 10-12 enfants, puis après on a basculé sur du 15. Aujourd'hui, sur un groupe senior, on est quand tout le monde est là, on est sur un groupe d'une vingtaine de joueurs. Donc l'évolution, elle s'est faite effectivement en fonction du public, sachant que
les réflexes, les séances, le discours, etc., pour moi, sont en adéquation avec le public que j'ai en face de moi. Donc, j'ai plutôt une évolution j'ai plutôt un parcours qui a évolué presque chaque année en fonction du public que j'avais. Après, je pense que c'est une évolution qui est assez naturelle. Enfin, je pense que tous les éducateurs commencent comme ça. Tu sais, on commence dans un premier temps sur un petit groupe, puis au fur et à mesure sur un groupe un peu plus grand. Il y a eu aussi le basculement sur la compétition avec le foot à 11 et la tenue d'un championnat, c'est le samedi ou le dimanche en fonction des catégories. Donc oui, je te dirais assez naturellement 4-5, oui, si ce n'est plus peut-être, 4-5 ans d'école de foot avec je dirais en ligne de mire les U13 et puis après du foot à 11 le samedi en 15 ans, etc. Ouais, t'arrives à savoir un peu durant ces années-là, je sais qu'on a partagé ça ensemble. C'est beaucoup d'heures, c'est quand même beaucoup d'investissement, beaucoup d'implications, en dehors de tes heures d'études ou de tes heures d'université, de ton parcours professionnel par la suite. Tu te souviens un peu comment tu fais pour te former entre 20, 25 ans, 26 ans? Quelles sont les démarches que tu fais de manière personnelle? Quelles sont les démarches que tu fais de manière sur des formations un peu plus fédérales? Est-ce que tu te souviens un peu de ce parcours-là? Et puis, c'est surtout ma question, c'est en gros tout au long de ce processus, comment toi tu fais pour essayer de progresser, pouvoir te former? Déjà, tu as le premier canevas, comme tu disais, fédéral, officiel, institutionnel, que sont donc les différents CFF, etc. Là, je t'inclus dans le lot parce qu'on est tous les deux pareils pour le coup. Très tôt, il y avait la volonté de se former, donc nous sommes vite renseignés et puis on s'est aperçu qu'il y avait trois diplômes fédéraux quasi obligatoires pour pouvoir exister puis pour pouvoir aussi apprendre, qui était à l'époque l'I1, l'I2 puis l'animateur senior. Donc j'ai suivi moi cette voie-là. Après, je sais pas si tu te rappelles, tu avais des textes qui disaient que tu pouvais pas passer aussi rapidement d'un à l'autre. Donc du coup, nous on avait fait l'I1 dans un premier temps, et puis 1 an et demi après, on avait fait l'I2 et ainsi de suite. Donc il y a déjà cette première voie-là. Et moi, je suis de nature assez curieuse et j'aime pas faire comme les autres. Donc j'ai tendance à aller chercher à travers notamment le net je me suis vite acheté des bouquins et deux aussi je me suis vite mis sur internet pour justement faire quelques recherches. Suis arrivé à... Quel type de livre tu achètes? Quel type de recherche que tu fais au début? Comment ça commence? Voilà, j'ai pas le souvenir, mais à mon avis, j'ai tapé, tu sais, comment faire des séances, etc. Mais j'ai le souvenir d'avoir été remis en question un peu par un parent sur ma façon sur ma péda, en fait. Et du coup... Tu penses à quoi, là, par exemple? Comment il s'appelait, le gamin? Tu sais, le père de... c'est à vos jours, où j'étais un peu, tu sais, vieille école. Nous, moi, je suis passé par le FC Villepinte. Le lendemain de chaque défaite, on avait le droit au carré magique. Tu sais, il fallait courir, il fallait faire des diagos. Donc moi, j'ai le souvenir de... Bon, on n'a pas fait de diagonale, je pense pas, mais... Non, mais j'y viens. Des fois, c'est pas l'envie qui m'en manquait. Non, mais là où je veux en venir, c'est que du coup, j'ai fait l'erreur, mais comme tous les éducs, je pense, j'ai fait l'erreur de transposer sur les petits 10 ans après ce que nous, on avait appris par le passé. Et en fait, du coup, j'avais moi tendance à avoir une façon de faire, une péda très directive. Limite, t'as pas le droit de sourire sur les séances. Je sais pas si tu te rappelles, on avait beaucoup discuté là-dessus, on avait beaucoup échangé. Et toi qui accordes beaucoup d'importance sur la prise de plaisir et sur les signaux extérieurs qui montrent que tu prends du plaisir, c'est vrai qu'après coup, les gamins étaient pas très très heureux. Et je revois donc le papa de ce gamin dont j'ai oublié le prénom, qui disait ouais, vous êtes un peu dur. Et du coup, ça m'a
assez naturellement à faire des recherches sur la pédagogie, sur la prise de plaisir, sur la confiance, etc. Et, et du coup, pour répondre à ta première question, naturellement, j'ai chopé des bouquins sur, tu sais, la conception de séance. Parce que c'est pas le tout de dire la séance doit durer 1h15, 1h30, voilà ce qu'il y a comme différents modules et parties. D'ailleurs, pour rappel, nous, quand on a passé l'I1 et l'I2, c'était plus du tout la même méthodologie qu'aujourd'hui. Exact. À l'époque, on était beaucoup plus sur de l'analytique avec un premier échauffement. Je me revois poser beaucoup de cerceaux parce qu'il fallait faire ces 10-15 minutes de coordination. Après, il y avait un exercice technique, etc. Donc j'ai pas mal de bouquins là-dessus. Édition Amphora, comme il s'appelle, Patrick Marseillou, des bouquins qui marchaient beaucoup, enfin qui marchaient très bien d'ailleurs, des best-sellers entre guillemets, à l'époque, exactement. Et du coup, sur Internet, voilà, conception de séance, pédagogie, méthodologie aussi. Parce que moi, je me rappelle en tant que gamin, enfin en tant que joueur, à chaque séance, je me posais la question de pourquoi l'éducateur mettait la fameuse chose en place, que ça soit un exercice, etc. Et donc, moi, très tôt, en tant que joueur, tu te demandais pourquoi il mettait ça en place. Exactement. D'accord. Et du coup, t'avais cette réflexion-là Ouais. Je me rappelle très bien en moins de 13, à partir des moins de 13, parce que, enfin, même Benjamin. Dans quel intérêt, dans quel but, pourquoi il fait ça, c'est ça un peu la démarche ? Exactement, pourquoi on fait ça ? D'accord. Pourquoi on fait ça ? Et je me rappelle que William Madjou, notamment le vendredi, sur la séance du vendredi, qui était à dominante jeu, tactique, etc., organisation, etc., nous expliquait, voilà, on va faire ce cheminement vite parce que j'aimerais le retrouver en match, on va faire ci parce que ça, on va faire ci parce que ça. Et du coup, c'est un fondement que je m'étais moi imposé. À chaque fois, c'est essayer de contextualiser, essayer de légitimer, d'expliquer le pourquoi du comment. Chose qu'effectivement, on ne fait pas quand on démarre. Exact. Donc voilà, au fur et à mesure des recherches et des trouvailles, et tu finis par... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Tu finis par élaborer une méthodologie, une façon de faire qui t'est propre et qui, du coup, te caractérise en tant qu'éducateur. D'accord. Et voilà, donc au cours des recherches, comme je suis un minimum curieux, je finis par trouver des choses sur des méthodologies particulières. J'en ai une en tête. On l'a pas faite ensemble, celle-ci. C'est l'une des rares formations qu'on n'a pas faites ensemble. Bon, après, il y a peut-être aussi le phénomène Barça de l'époque. Mais moi, en école de foot, j'étais pas très regardant sur la victoire, j'étais plus regardant sur le... Il fallait quand tu parles de principe de jeu tout à l'heure, il y avait des choses qui n'étaient pas négociables, comme le fait de repartir de derrière, de faire circuler le ballon, etc. Et je me vois évoluer aussi dans mon parcours, enfin dans ma mentalité. Plus j'avançais en école de foot, et moins le résultat m'importait, mais plutôt le contenu. D'accord. Et du coup, pour pousser vraiment la réflexion, pour pousser vraiment le schmilblick, je fais des recherches et je tombe sur une méthodologie particulière, la MPP. François Kiefer, le gars te promet monts et merveilles. Il te dit, lis mon livre et tu vas voir, ton équipe, ça va être le Barça. Enfin, je t'extrapole un peu, j'abuse le truc, pour que tu comprennes. Et je lis le bouquin. Et d'ailleurs, je crois que toi aussi, tu l'as lu 2 fois. Je l'ai relu. J'ai stabiloté, j'ai entouré des trucs, j'ai mais ça c'est la méthodologie de demain, quoi. Et en fait, ce bonhomme-là, c'est avant, il faut quand même savoir que il y a à peu près 5-6 ans, la Fédé a changé de méthodologie dans l'enseignement de la pratique. Et du coup, l'air de rien, la Fédé s'est quand même inspirée de cette façon de penser qu'a d'ailleurs toujours ce bonhomme, donc François Kiefer. Et du coup, de fil en aiguille, le gars a un site internet, il a écrit un bouquin, il fait des formations, donc j'y vais. Et je vais jusqu'à Avignon, je crois que c'était à l'époque.
Non, c'était à Arles. C'était sur les installations d'Arles, Avignon, qui était en Ligue 1 à l'époque, dont il était responsable de l'école de foot. Et donc, je vais jusqu'en formation. 2 jours. Le gars te promet qu'en sortant de la formation, il va faire jouer comme le Barça des petits gamins qu'il a jamais vus. Et puis, force est de constater qu'il prend des gamins, des U9 à l'époque, avec son jeu des 1000 passes. Non, c'était pas 1000, mais c'était, je crois 100 que c'était 100, passes. je sais plus combien c'était. Ou 50, je crois que c'était 50 50, passes. 50 passes, ouais. Je sais plus, ouais. Là, il est rendu à 1000, mais... En 10 contre 3, enfin, voilà, Et puis, voilà. Je sors de cette formation et je me dis, putain, c'est comme ça que mes joueurs vont jouer. Et à l'époque, j'en étais tous les deux déjà à Sevran. Et en Seine-Saint-Denis. ça devait être la première. Comment ? En Seine-Saint-Denis, ouais, effectivement. Ouais, oui, ouais. Première expérience, je crois que c'est la première année, j'ai le groupe de 2001, là, tu sais, les préférés, les Marouane et compagnie. Bon, je pouvais tomber sur un... je pouvais difficilement tomber sur un groupe un peu meilleur. C'était clairement une très très bonne génération et du coup, bim, on a fini. Je crois que j'ai fait 6 mois, un petit peu plus. J'ai fait 6 mois avec cette méthodologie où tout le temps le terme de jeu. Et voilà, j'ai eu de la chance parce que c'était plutôt une bonne génération, ça a plutôt bien fonctionné. Ça a été un peu plus dur sur les prochaines les années d'après, ouais, c'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est comment te dirais-je, une méthodologie, une philosophie qui m'est propre, avec des invariants, tu vois, il y a des choses qui ne changeront jamais, et puis au fur et à mesure que j'avance, une évolution sur certains autres principes. Là, par exemple, tu vois, j'ai en tête le fait que j'ai donc du coup par la suite évolué plutôt en foot à 11. Aujourd'hui, très tranquillement, je te le dis de façon très tranquille, en senior, repartir de derrière, c'est plus du tout, c'est plus du tout comment dirais-je, c'est plus du tout un invariant. D'ailleurs, voilà, j'avoue que c'est cool, c'est pas la première fois dans un échange où justement tu fais la transition. Tant mieux, c'est l'état dans lequel j'essaie de te mettre dans un état de flow là justement. Et la question avec laquelle je voulais enchaîner, c'était, voilà, maintenant après ce parcours de formation, dis-nous un peu, où est-ce que tu en es cette année, qu'est-ce que tu fais et puis comment ça se passe. Entre-temps, j'ai eu tenu le BMF et le BEF. Donc, j'ai eu la particularité il y a à peu près 5-6 ans, comme toi d'ailleurs, d'être employé en club. Donc, on avait un deal avec le président de l'époque, qui est aujourd'hui mon collègue, qui était donc de profiter de cette période pour passer un maximum de diplômes. Donc moi, ça, il ne faut pas me le dire 100 fois. J'en ai profité pour enquiller 3 diplômes. Donc j'ai passé le BMF, le BEF et j'ai passé un diplôme d'analyse vidéo. Ça, justement, on y reviendra. Ouais, le principe, assez simplement, le principe, c'était de chercher à me distinguer entre guillemets des autres, avec un diplôme spécifique, particulier, avec une compétence particulière de plus en plus recherchée par le monde pro. À l'époque, au moment où je le passais, en tout cas, c'est comme ça que je voyais la chose. Parce que là, ça fait un petit moment quand même là, que tu l'as passé, ça doit faire au moins 4-5 ans là quand même. Ça doit faire... tu dois pas être loin, ouais. Alors, celui-ci, pour le coup, m'a pas apporté grand-chose si ce n'est l'utilisation d'un logiciel. Et du coup, comme j'étais pas satisfait du rendu, j'ai passé un diplôme universitaire, en université. dont le contenu était un petit peu plus en phase et en adéquation avec ce que j'attendais. Typiquement sur une année, de théorie, puis une mise en stage. Donc du coup, j'ai passé pas mal de formations que j'aurais pu compléter, pris après par le temps, etc. Après, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus, mais j'aurais bien complété par un peu de prépa mentale. Volontairement, je ne me suis pas orienté du tout sur la prépa physique, c'est quelque chose qui ne m'attire pas du tout, sur lesquels je suis pas du tout à l'aise. Donc moi, l'idée, c'était vraiment de partir sur des compétences vraiment spécifiques, mais qui m'attiraient particulièrement. Là, c'est vrai que la vidéo, à l'époque, enfin c'est toujours le cas d'ailleurs, l'analyse vidéo, ça demandait comme une certaine analyse, comme son nom l'indique. Donc ça veut dire aussi observer, ça veut dire aussi déceler à la fois les failles et qui peut être
tout ce qui peut être intéressant de relever. Donc ça me bottait bien. Donc, du coup, là, j'ai passé toutes ces formations. Du coup, j'ai perdu le fil de ta question. C'était, dis-nous un peu comment, où est-ce que tu es rendu là, qu'est-ce que tu fais cette année Oui. et comment ça se passe? Donc là, je suis actuellement entraîneur. J'insiste sur le fait que je sois entraîneur et plus éducateur, parce que du coup, l'idée, pour moi, le principe n'est plus du tout le même. Je suis entraîneur aujourd'hui d'une équipe senior qui évolue en D1, en excellence, enfin anciennement excellence, à Villepinte. Toujours en Seine-Saint-Denis. Exactement, toujours en Seine-Saint-Denis, près de chez nous. Tu m'aurais dit ça il y a un an, je l'aurais jamais cru, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait particulièrement, qui m'excitait ou qui m'attirait. Mais il s'avère que le directeur technique du club, avec qui j'entretenais plutôt une bonne relation, m'a proposé de je l'ai accepté aussi parce que c'est le club, lui et puis le public. Je mettais pas les pieds je mettais pas les pieds dans l'inconnu non plus. J'avais quelques joueurs, j'ai toujours d'ailleurs, j'ai quelques joueurs avec qui je connaissais bien, avec qui je m'entendais bien. J'ai fini par accepter parce que je le sentais bien. Voilà, c'est une expérience que je sentais plutôt bien. Toute nouvelle expérience pour le coup. Je suis amené à encadrer des bonhommes de si ce n'est plus. Je regrette pas d'avoir accepté. Maintenant, je me vois pas dans un avenir proche. Donc l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, 3 ans, continuer à évoluer auprès d'un groupe senior. Pour plusieurs raisons, en tout cas à ce niveau-là. Qu'on est plus. Je vais volontairement durcir le trait pour que tu comprennes, mais bon, j'abuse un peu dans mes propos, mais on est plus sur du loisir que sur de la compétition. Tu sais, le jeune, ouais. Il a un esprit de compétition. Attention, hein, les joueurs que j'ai à ma dispo, ils sont tous compétitifs. Hein. Attention, dimanche, quand on joue, c'est pour gagner. Hein. C'est pas pour rigoler. Mais on a un taux d'absentéisme lié au côté perso et puis sur certains cas liés aux professionnels. J'ai un public, le football, pour la plupart, c'est derrière eux, quoi. On y va quand même pour jouer le dimanche. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Exact. Heureusement que c'est toi. Non, tu me disais que c'est plus les mêmes publics. Alors je sais pas si du coup j'allais t'arrêter, j'allais dire comment tu l'expliques. Et quand tu dis c'est pas le même public, est-ce que c'est parce que c'est pas le même public parce que c'est maintenant un public senior ou parce que tu penses que les générations ont changé? C'est un peu, c'est une réponse. Je vais te répondre en mixant les deux éléments. Le premier, c'est qu'effectivement le senior, entre guillemets, sa carrière est derrière lui. Il a un travail, il a une vie de famille, il a une vie perso, etc. Il vient le soir, parfois frustré parce qu'il a une super journée relou. Donc il vient pour effectivement prendre du plaisir, toucher le ballon. Et encore, je mesure mes propos parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir un groupe, cette saison en tout cas, qui est quand même aussi en demande, en parallèle, qui est quand même en demande d'aspect athlétique. Moi, je viens, tu sais que je suis d'origine portugaise, je viens, je veux mettre en place la périodisation tactique, j'ai fait des recherches, je viens, mais quand j'arrive quand j'arrive dans ce groupe-là, auprès de ce groupe, les gars, vous allez travailler athlétiquement, mais sans vous en rendre compte. Genre, tu vois, je pensais que on allait travailler athlétiquement avec le ballon. Puis je me suis fait gentiment les quelques leaders de vestiaire m'ont remis à ma place en disant attends, nous là on est en prépa, on a besoin de tourner, donc on va au parc, on veut courir au moins 45 minutes. T'es gentil avec ton ballon, mais tu vas mollo. Donc là où je veux en venir, c'est... non, ok, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Là où je veux en venir, c'est que du coup, je mesure aussi mes propos parce que j'ai aussi un groupe tout de même qui veut aussi travailler athlétiquement. Mais le principe, c'est de dire, je rentre du boulot, j'ai une grosse journée, je viens pour taper le ballon avec mes potes, je suis là pour prendre du plaisir. En plus, je rappelle qu'on est au niveau D1 excellence, c'est pas non plus un niveau extraordinaire. Les gars ne sont pas primés, donc
contrairement aux autres clubs, ils prennent pas de primes pour gagner les rencontres. Donc on est vraiment sur une structure esprit club, famille. On est vraiment pour jouer les uns avec les autres. Voilà, on est vraiment sur une notion de plaisir, quoi. Et ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est qu'effectivement, les générations ont changé, ont évolué. Aujourd'hui, il y a une telle pression. Je refais. Parce que pour moi, il y a deux choses qui ont changé aujourd'hui. Tu as une certaine pression autour du football, c'est-à-dire que le foot est devenu l'ascenseur social le plus facile, le plus accessible pour nos plus jeunes. Donc du coup, il y a une forte pression. En gros, dès que tu es en âge, tu vas jouer au foot et tu as intérêt à percer parce que derrière, tu as tout le poids de ta famille tu as tout le poids de tes épaules, tu as tout le poids de ta famille qui repose sur tes épaules. Donc du coup, on a de gros phénomènes de précocité, des gamins qui ont et on les a vus tous les deux quand on était à Sevran, en Seine-Saint-Denis. On a des gamins de 10-11 ans qui prenaient le but. Donc on a des gamins avec un niveau de maturité extraordinaire, mais en même temps, ça amène mon second élément de réponse. Tu tends vers des phénomènes où finalement les gamins jouent au foot non plus par plaisir, par passion, mais plutôt presque par pas obligation, mais presque par nécessité. Comment te dire ? C'est un peu un devoir, quoi, entre guillemets. C'est le chemin le plus accessible pour mettre ma famille à l'abri. Donc du coup, je fais du foot, mais non plus par passion. Et du coup, ça découle de mon second phénomène. On a des gars aujourd'hui qui ne sont plus passionnés. Il pleut, il y a la Ligue des Champions le soir, que sais-je sais pas moi. Voilà, il y a toutes les raisons. Il y a les chichas avec les potes. Toutes les raisons possibles, imaginables, peuvent être mises en avant pour ne pas forcément venir à l'entraînement. Alors moi, naïf que je suis, je me dis, ouais, t'inquiète même pas, moi, les séances que je vais proposer, ça sera carré, il y aura que du ballon, les joueurs vont venir. Ouais, les joueurs vont venir jusqu'en décembre. Puis après, quand le froid va arriver, il n'y a plus de joueurs. Donc, très belle expérience. Je me suis confronté à un bon nombre de problématiques et d'obstacles, de freins, t'appelles ça comme tu veux. Donc ça, c'est top. Mais effectivement, groupe senior, à l'avenir, peut-être pas tout de suite, quoi. Peut-être pas tout de suite, en tout cas pas sur ce niveau-là. Et je le dis je le dis en toute modestie. Je suis pas en train de te dire que je dois encadrer en R1. Mais si je devais encadrer à l'avenir des seniors, ce serait au plus haut possible, au plus haut niveau possible. Je te disais que à l'avenir proche, sur le court terme, encadrer des seniors, oui, mais peut-être sur un autre niveau. En toute modestie, je suis pas en train de te dire que je mérite d'entraîner plus haut, mais effectivement, plus tu vas monter en niveau, plus tu auras des paramètres, tu auras des critères à ta dispo qui te permettront de tenir peut-être plus en éveil tes joueurs. Je pense par exemple aux primes de match, le niveau, la compétition, etc., qui fait que peut-être ce sera plus facile de fédérer autour d'un projet compétitif, entre guillemets, un peu plus compétitif des joueurs. Le meilleur exemple que je peux te donner, j'ai par le passé, jusqu'à la dernière, été analyse vidéo sur le groupe Blanc-Ménil, BMSF. Je peux te dire que les mecs en National 3, 3 séances d'entraînement, ils viennent, Ligue des Champions ou pas, hein. Les mecs ils viennent. Donc après il y a plusieurs raisons. La première, c'est que tu as un coach en place. Si tu viens pas sur ces séances, tu viens jamais à aucune séance de Mais d'ailleurs, coach. D'ailleurs, Mickaël, ouais, on fera le parallèle justement. C'est ça que je voulais commencer avec ton expérience de cette année et après enchaîner un peu avec ce que tu as vécu justement, essayer de faire une comparaison avec cette expérience en tant qu'analyse vidéo. Est-ce que tu as notamment parlé de tu arrives avec certaines idées à mettre en place, notamment la périodisation tactique. Il y a un an, tu n'étais pas forcément en train d'envisager ce poste-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au moment où tu es intronisé à ce poste-là, au moment où tu sais que l'expérience va commencer,
comment ça se passe, à quel moment tu considères que la saison elle commence, et quelles sont les premières choses que tu mets en place pour commencer ce projet-là, quels sont, j'imagine que tu passes par te présenter, par peut-être à différents membres de l'équipe, à différents, à rencontrer joueurs, ouais, certains joueurs expérimentés du groupe, éventuellement une période de recrutement, éventuellement une période estivale de préparation. À quel moment tu estimes que ça commence? Quelles sont les premières initiatives que tu prends et comment tu gères ce début de saison? En fin de compte, j'ai pas la date en tête, mais je te dirais qu'au 15 avril, je sais, donc 2019, je sais que je vais encadrer cette équipe. Et le coach qui était en place, donc Cyril Kouassi, qui est le directeur technique du club de Villepinte, m'a intronisé donc en fin de saison. Donc j'avais en gros un mois devant moi pour faire une petite introspection, observer, rester un peu à distance, etc. Donc chose que j'ai faite. Je suis allé sur les quelques séances. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi la particularité c'est que je connaissais déjà quelques joueurs au sein de l'équipe. Donc ces joueurs-là ont été avertis finalement avant la fin de saison que j'allais prendre l'équipe. Et du coup j'avais en quelque sorte des indices, si tu veux. Et ce qu'a fait Cyril, c'est qu'il s'est assuré avant que la saison termine que les joueurs allaient repartir. Donc j'ai un taux de renouvellement assez élevé. Il y a finalement un joueur qui est parti, qui du coup d'ailleurs est revenu en décembre. Donc on est parti sur une certaine continuité. L'idée c'était de partir sur le même groupe, une certaine continuité, et puis insérer quelques nouveaux principes, quelques nouveaux modes de fonctionnement, etc. Tout en cherchant à gagner le dimanche. L'idée au départ, c'est de me dire qu'il y a un groupe de qualité, mais il y a un groupe qui vient pas forcément sur les séances, etc. Donc moi, mon premier objectif, c'est de renforcer le groupe à travers des joueurs me permettant d'avoir une certaine assiduité sur les séances. Pas forcément, tu vois ce que je veux dire, pas forcément concurrencer d'un point de vue niveau, mais plutôt m'assurer une certaine assiduité. C'est quoi la démarche derrière? Qu'est-ce que tu t'attends? C'est toi pour avoir un groupe de travail? C'est pour mettre de la... C'est les deux. D'accord. C'est pour être sûr déjà d'avoir un groupe, enfin d'avoir un certain nombre de joueurs. Et deuxième, c'est pour titiller. À part 2 joueurs qui travaillent de nuit, donc qui sont dans le 14 d'ailleurs, à part 2 joueurs qui travaillent de nuit, les autres, à part quelques absences, tu sais, liées au perso, tu sais, l'enfant qui est malade, etc. Bon, bref, je rentre pas dans les détails, mais à part ces 2-là, les autres sont en capacité de venir sur les séances. Je te dis pas toutes les séances, mais de façon régulière. Et donc l'idée, c'était de dire, je veux un minimum de joueurs sur les séances, 1, et 2, je veux que ces joueurs-là viennent titiller les autres pour les faire venir. Bon, ça fait un peu un flop. Les nouvelles recrues sont plutôt assidues, ça c'est pas un problème, mais ça n'a pas fait venir, ça n'a pas titillé les autres. C'est quoi un flop? C'est au bout d'un mois, tu remarques que l'assiduité n'est pas là, ou que le niveau d'investissement n'est pas là, le rythme des séances n'est pas bon, la qualité des séances n'est pas bonne? Je te dirais qu'il y a un peu de tout. J'ai une assiduité relativement bonne jusqu'en décembre, et la période de froid qui arrive, les premières séances sous la pluie. Ouais. Ça correspond à quoi une bonne assiduité? Une bonne assiduité, ça correspond à quoi? À peu près à 15 joueurs sur un groupe de 25 joueurs? Ah non, c'est... Bon, déjà, depuis décembre, on fait les 2 groupes mixés. Donc aujourd'hui, moi, si j'ai 16 à 20 joueurs sur les 2 équipes, je trouve que déjà c'est pas mal. Moi, maintenant, jusqu'en décembre, je partais du principe que j'avais 14 à 16 joueurs minimum sur les séances. De mon groupe à moi. C'est ça pour moi une bonne assiduité. D'accord. Et peut-être un peu plus d'exigence sur le jeudi que sur le mardi. C'est-à-dire que si le mardi, il y a des joueurs qui pourront pas venir sur les 2 séances. Ça, c'est un fait. C'est comme ça. Maintenant, je leur dis d'ailleurs toujours, à choisir, je préfère qu'ils priorisent jeudi que mardi. C'est-à-dire que s'il faut s'absenter sur une séance, je préfère qu'ils s'absentent le mardi que sur le jeudi. Et comment tu fais pour gérer ça? C'est un accord que tu as avec le joueur? C'est tacite? C'est mis en place? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Par contre, c'est officiel.
C'est dit, quoi, je veux dire. C'est pas vous me... D'emblée, on pose carte sur table, quoi. D'accord. D'emblée, on se dit les choses et comme ça, c'est réglé. Donc, cette fameuse période de recrutement, elle a eu lieu, donc pour répondre à ta question, elle a eu lieu de façon assez intéressante et correcte puisque tu sais qu'il faut jusqu'au 15 juillet pour faire signer des joueurs. Donc ça a permis de faire signer des gars, essentiellement, pas dans le 11 ni dans le 14. J'ai deux joueurs en l'occurrence qui sont dans le 14 régulièrement, mais sinon sur les 6 ou 7 qu'on a recrutés, c'est pas non plus énorme. Donc voilà, les deux principes, c'était effectivement de l'assiduité et puis titiller un petit peu les joueurs qui étaient là. Mais le principe, c'était de partir sur une certaine continuité qu'avait fait Cyril. Après, je me permets une toute petite aparté par rapport à ça. Moi, avant d'accepter une proposition, un challenge, comment te dire, mon premier critère, c'est si je veux en sortir grandi, si je vais apprendre des trucs. Donc, je savais pertinemment qu'en prenant la suite du directeur technique du club, qui, à chaque fois qu'il prend l'équipe, monte, qui a un taux de... non seulement qui a une grande qualité d'entraîneur, etc., mais qui a un taux de... Comment dirais-je, il arrive à fédérer autour de lui même les joueurs les moins bons techniquement et que tu ne soupçonnes pas avoir besoin à un moment donné, mais lui, il arrive à les fédérer. Voilà. Il a une certaine capacité là-dessus. Je tire mon chapeau parce que franchement, c'est pas évident. Il arrive à tirer le meilleur et il arrive à fédérer autour de lui un maximum de joueurs. Donc ça, c'est top. Et du coup, quand tu passes derrière, c'est pas du tout facile. Là où je veux en venir, c'est que quand j'accepte cette proposition, je sais que je vais galérer, je sais que ça va être difficile, mais je sais que je vais apprendre beaucoup. Et du coup, c'est là où je voulais en venir. Cette expérience-là, si elle est à refaire, je la refais, 100 fois, sans aucun souci. Maintenant, je la ferai pas n'importe où. Je la fais aussi parce que je connaissais il y avait peu de risques en réalité dans ce club-là parce qu'il y a l'esprit familial, il y a un contexte par rapport à l'environnement. Ouais, l'environnement club. Hein. Mm-hmm. Donc voilà, il y a eu quelques conflits sur la saison. On a déjà vu, enfin tu sais pertinemment, on a déjà vu des coachs se faire crever des pneus pour des choses que j'ai faites moi à des joueurs. Et c'est pas pour autant qu'ils m'ont crevé des pneus. Enfin, tu me diras, ils peuvent pas me crever les pneus, je viens pas en voiture. Mais plus sérieusement, voilà, il y avait un risque. Enfin, d'ailleurs, pour moi, le risque, il était plus vis-à-vis du club que pour moi. Moi, je prenais pas un grand risque. Qu'est-ce que je risquais, moi? Allez, on descend, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, première expérience senior, je descends. Et alors? Il y a rien d'extraordinaire. Hein. Wenger, il s'est loupé la première fois qu'il a pris l'équipe. Hein. Il est descendu avec Nancy. Donc, tu vois, le risque, pour moi, il était plus vis-à-vis du club que pour moi. Donc, en acceptant ce truc-là, ce poste-là, ce challenge, je sais pertinemment où je vais apprendre. Donc là, pour le coup, c'est une grande réussite parce que pour le coup, t'apprends tous les jours, quoi. Un senior, tu l'encadres pas comme t'encadres un jeune. Hein. Et je l'ai vu. Et qui plus est quand t'as un mec qui a une certaine expérience et qui est plus âgé que toi, le senior, on est plus sur du psychologique. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément travaillé, sur lequel j'ai pas forcément pris conscience. Qu'est-ce qu'on fait différemment? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu serais capable de relever, ou une anecdote à sortir, ou j'en ai plein d'anecdotes. Je t'en prie. Aujourd'hui, quand je sors un joueur, je le préviens 5 minutes avant. Il est pas pris au dépourvu. J'ai en tête un mec que je fais sortir à 35 minutes parce que j'estime qu'il fait pas un très bon match. Là, typiquement, tu vois, tu tombes dans un club un peu farfelu, le gars, il te casse la tête, il te met une grosse patate en plein match. Donc là, par exemple, lui, à l'avenir, enfin, pas à l'avenir, d'ailleurs, ça s'est passé. Quand je le sors, je le préviens 5 minutes avant. Parce qu'il sait qu'il lui reste plus grand chose à jouer, donc il s'y prépare psychologiquement. Ça, c'est le premier point.
j'ai tendance, tu vois, pareil, c'est un principe. Tu traites tout le monde de la même façon. Oui, ça c'est en théorie. En pratique, j'ai 2 mecs qui ont joué pro. T'imagines bien que je vais pas les traiter de la même façon qu'un joueur qui a joué tout le temps en district, tu vois. Donc c'est ce rapport à l'humain qui n'est pas qui du coup n'était pas le même. Et ça c'est un Qu'est-ce qui change là, par exemple, moi par rapport à ce profil-là? bah je qu'est-ce que tu veux leur apprendre quoi ces mecs-là? Ces mecs-là, ils savent très bien quand ils sont pas bons. Ces mecs-là, ils ont joué bien plus de matchs que nous. Ces mecs-là, ils ont le flair. Ces mecs-là, qu'est-ce que tu veux leur dire? Je passe pas de temps à expliquer grand-chose. Je m'appuie sur eux, je leur pose beaucoup de questions, j'essaye de les fédérer, j'essaye de les intégrer au truc, tu vois. J'essaye de les titiller comme je peux. Mais en même temps, les mecs, ils ont eu Alain Boma, ils ont eu des putains de coachs par le passé. Qu'est-ce que je vais. Donc là, typiquement, l'un des deux, il y a un joueur offensif et un joueur défensif, mais le joueur offensif, au moment de sortir, il est prévenu avant. Voilà, simplement, ces mecs-là, s'ils viennent pas sur les séances, c'est pas grave. Soyez déjà là le dimanche, c'est déjà très bien, tu vois. D'accord. Alors que je m'étais dit, voilà, quand j'arrive, je me dis, non, ces mecs-là, ils viendront sur les séances. Et j'arriverai à les fédérer, je leur proposerai de nouvelles choses. C'est aussi, tu vois, par exemple, des mecs qui ont 15, voire même 20 ans de foot derrière eux, qui ont leur petit train-train quotidien. Là, j'ai, tu vois, l'un des deux, Kevin Latreille, un super gars. Lui, par exemple, tu vois, c'est typiquement, sur la prépa, il lui faut 45 à 1 heure de course. Le ballon, c'est pas pour tout de suite, Mickaël. Moi, je vais courir d'abord, tu vois. Et ça, j'avais pas forcément l'esprit. Donc, tu vois, tu t'échanges et puis tu changes aussi ta façon de faire. Il y a des gars qui tiennent à certaines choses, à certains principes. Parlons-en un peu alors. Parlons-en un peu de cette préparation du coup. Parlons un peu justement un peu de football, un peu quelles sont la philosophie que tu veux mettre en place, quels sont les premiers principes que tu veux mettre en place, quel est peut-être le premier système que tu veux mettre en place, quelles sont les idées que tu souhaites mettre en place sur peut-être les matchs amicaux ou sur le début de saison, et puis qu'est-ce qui peut-être se passe en réalité. Je te dirais qu'au départ, j'ai pas de joueur offensif excentré. Au moment où, enfin, j'en ai un ou deux, quoi. Ça me paraît léger sur un effectif. Donc, au départ, je partais sur un système sans ailier. Après, je me suis révisé parce qu'on a fait venir 2-3 joueurs et du coup, j'avais à ces postes-là à minima 2 solutions. Donc, je partais sur un 4-2-3-1 au départ avec un numéro 10 qui est Larry. Il s'avère que l'attaquant du coup est parti, donc j'ai fait monter Larry d'un cran, donc j'avais plus le numéro 10, donc je suis passé sur un 4-3-3 avec une pointe basse. Donc ça c'est le système de jeu. Le principe, c'est de passer un maximum de temps dans le camp de l'adversaire avec le ballon dans le camp de l'adversaire. Si ça passe par des longs ballons, ça passera par des longs ballons. J'avais Nico dans les cages, donc qui avait un très bon jeu au pied. Donc on n'hésitait pas à nous appuyer sur lui au moment de construire, de sortir le ballon. Après, donc ça c'est le départ, hein. Ça c'est le principe. Hein. Après tu commences à mettre en place des choses. Tu te rends compte que techniquement on est un petit peu à la ramasse, pour pas dire autre chose. Donc on oublie tout ça. Sortie de balle, tout ça on oublie. Si on peut on fait, si on peut pas on saute. Donc je te dirais que j'étais plein de bonne volonté, plein de principes de jeu. Et puis la réalité me rattrape, c'est-à-dire que j'ai des joueurs offensifs pas présents sur les séances régulièrement, donc pour mettre en place quelque chose, pour organiser, pour animer, c'est compliqué. J'ai une équipe qui techniquement n'est pas extraordinaire. Bon, après, de toute façon, c'est pas des pieds carrés, je sais pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est des joueurs techniquement qui sont pas extraordinaires, donc capacité à jouer sous pression, pas évident. Donc du coup, j'ai envie de te dire que les principes de jeu, ils sont assez light, faut pas dire autre chose. Le principe, je te l'ai dit, c'est passer un maximum de temps dans le camp adversaire. J'ai d'excellents tireurs de coups de pied arrêtés, donc les joueurs offensifs, ils se démerdent ils se dépatouillent pour m'obtenir des coups de pied arrêtés, et du coup on met le paquet sur coups de pied arrêtés. J'ai pas la stat là, arrêté, mais Oui, parce que ouais, c'est ça, sur les 10 premiers matchs, je crois que
Tu marques Voilà. 8 buts Voilà. sur coup de pied arrêté, si je me souviens bien, pas un seul but 10. dans le... Ouais, 10. d'accord. Je mets. Je dois mettre à tout casser 15 buts en décembre. Sur les 15, je dois en mettre 2, allez, peut-être 3. Mais vraiment pas plus. Hein. Je dois en mettre 3 dans le jeu. Donc le reste, je mets sur coup de pied arrêté. Attention, le coup de pied arrêté, on doit avoir 2 ou 3 pénaltys. Le reste, c'est que les corners. Comment tu l'expliques ça? Comment tu Alors là, mon l'expliques? pote, j'ai pas d'explication. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que d'emblée, je vois qu'on est bon sur coup de pied arrêté, notamment sur corner. Il y a un truc simple. Il y a des consignes sur coup de pied arrêté off et def. Et on s'y tient, par contre. Par contre, là-dessus, je suis intransigeant. Lesquels? J'ai 2 très bons tireurs de D'accord. corner. Ah bah si je te l'ai dit, Coco, mes adversaires vont écouter. Imagine, ils écoutent mes adversaires. Comment on fait? Non, sur coup de pied arrêté défensif. Si jamais ça peut te rassurer, Mickaël, ce podcast ne sera probablement pas publié avant le mois de septembre. Donc on est assez tranquille. Yes, je suis rassuré. Non, sur coup de pied arrêté défensif, le principe c'est le suivant. On est mes 3 joueurs offensifs, ils restent devant. Ils restent sur la médiane. On oblige du coup l'adversaire à défendre sur ces 3-là, donc ça fait déjà 3 joueurs de moins dans notre surface. Si toutefois ils ne jouent pas le jeu et qu'ils veulent tout de même faire monter un joueur, c'est mon moins rapide joueur des 3, donc généralement c'est mon 9, mon attaquant qui replie du coup pour venir aider. Mais l'idée c'est que les 3 joueurs restent à la médiane. J'ai ni plus ni moins copié-collé l'organisation, l'animation des coups de pied arrêtés défensifs de Arnaud Boma. Donc il laissait ses 3 joueurs offensifs devant, donc je laisse mes 3 joueurs offensifs devant, je mets un mec au premier poteau côté corner, je mets un mec derrière lui en zone, et le reste on est en marquage individuel. Vous vous êtes jamais retrouvé en situation d'infériorité numérique dans votre surface de réparation? Là comme ça tu me prends de court, mais c'est très rare. D'accord. Normalement on est plutôt bon là-dessus. Et dernier match de championnat, on va à Stade de l'Est, on gagne 3-1, on prend un but sur corner, et figure-toi, alors attention, je mets mon meilleur joueur de tête, mais en même temps qui est pas très bon marquage, dans cette zone-là. Tu sais, c'est la zone entre le point de pénalty et le premier poteau. D'accord. C'est la zone que moi je demande à attaquer sur les corners. C'est-à-dire que moi, tous mes corners, ils se tirent. Mon tireur, il le met dans cette zone-là, et j'ai mon meilleur joueur de tête qui vient couper l'espace pour mettre une tête. Voilà. Donc, moi, je pars du principe que comme c'est la zone où on est le plus dangereux, ça veut dire qu'on est offensivement, c'est-à-dire qu'en même temps, on est friable défensivement à cette zone-là. Donc, je mets un très bon joueur de tête, moins bon au marquage dans cette zone-là. Donc, il y a un joueur qui est attitré pour ce truc-là. Il s'avère qu'il s'est blessé il y a un mois. Donc, du coup, je bricole en attendant son retour. Et là, comme par hasard, je mets mon 10 à cette zone-là contre Stade de l'Est, qui n'a pas suivi visiblement les consignes. Et là, bim, super bien tiré. Dans cette zone-là, le mec, il prend le ballon de la tête, bim, but. Donc, ça doit être le premier but qu'on prend sur corner. Et là, j'en veux aux joueurs, mais je m'en veux parce que, je le mets sur le tableau, et j'y reviens, et j'ai pas insisté dessus. Ce jour-là, j'aurais dû insister dessus en disant, tiens, Mohamed, il s'avère que c'est pour toi aujourd'hui, tu me prends le ballon, et tu te mets directement dans cette zone-là. Donc, défensivement, c'est ça. T'as compris le principe. Et offensivement, du coup, je mets mon meilleur tireur de corner au corner, le meilleur joueur de tête dans la surface, ça tourne, on vient couper l'espace entre le premier et point de pénalty, et c'est but. D'accord. Et voilà. Tu disais finalement sur la partie de saison, sur la première partie de saison, notamment les joueurs offensifs sont absents des séances. Comment tu fais pour t'adapter? Comment tu t'adaptes dans ta préparation de séance? Comment tu t'adaptes dans l'animation et justement dans ta réalisation de séance? Et puis après, comment tu prépares tes séances dans le but de bien aborder les matchs? Alors, déjà, ce qui est très frustrant pour un entraîneur, c'est de préparer une séance, partir sur une estimation du nombre de joueurs et te retrouver, en réalité, je vais noircir le trait, encore une fois, mais pas encore arrivé. À moins 5 joueurs. Te retrouver en 2 contre 2, quoi, quand tu fais une séance pour 18. Donc, ça, c'est très, très, très frustrant, c'est quelque chose de nouveau pour moi.
Et j'en démords pas, je n'y arrive pas à m'y faire. Et j'y arriverai pas d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi pourquoi je me vois pas forcément encadrer ce public-là à ce niveau-là. Au départ, le principe, c'était de me dire, je vais faire la séance, je vais animer, je vais mettre en place quelque chose, et puis si c'est pas mon titulaire, c'est pas grave, je mettrai quelqu'un d'autre. Et puis, il s'avère que de fil en aiguille, c'est souvent le joueur de B, de l'équipe B, qui se retrouve à ce poste-là, et qui, malgré lui, me flingue la séance. Donc je pars sur des choses assez simples le mardi, avec beaucoup plus de maîtrise collective du ballon. Moi, j'ai 2-3 principes assez simples. Un, c'est la réaction à la perte. 2, la réaction à la récup. Donc le mardi, c'est beaucoup de formes jouées à base de transition. Qu'est-ce que tu attends d'eux Qu'est-ce que tu entends par réaction à la perte et réaction à la récupération? À la perte, le principe, c'est de se donner 5 secondes pour récupérer le ballon. Donc on vient vite mettre de la densité sur le porteur et autour de lui. Si on y arrive, on récup et on transite, donc transition off. Si on n'y arrive pas, on resitue le bloc. On reforme le bloc. On a un terrain, on a nous à un froid, un terrain qui a des dimensions un petit peu plus petites que les autres. Donc du coup, c'est des dimensions qui se prêtent beaucoup à ce principe-là. Et c'est en fin de compte un principe qui est presque dans l'ADN du club et des joueurs. Donc je suis resté sur ce principe-là. Et donc ce que j'attends d'eux quand on récupère le ballon, c'est à la récup, la première passe qui suit la récupération, elle se fait vers l'avant. Et donc j'ai 2-3 zones que je demande à trouver lorsque on récupère le ballon. Si on y arrive, on y va. Si on n'y arrive pas, dans ce cas-là, pareil. Par exemple, quelle zone? Tu sais, 2 zones excentrées, les 2 zones sur le côté, où j'ai généralement 2 joueurs assez rapides offensivement. Ça, c'est les 2 premières zones. À la récupération, la récupération du ballon, l'idée c'est de trouver des excentrés qui fassent au jeu pour aller gagner du terrain en conduite de balle, conserver la balle. Profiter, voilà, c'est ça. Profiter du temps d'avance qu'ils ont pour partir après en 1 contre 1 ou en situation de déséquilibre avec un centre ou voilà quelque chose de dangereux. Et ça, c'est les 2 premières. D'accord. Et la troisième, le principe, donc depuis janvier, moi j'ai un nouveau numéro 9, dos au jeu assez intéressant. Le principe, c'est de le trouver à la récup. Et derrière, déviation ou remise pour encore une fois s'installer dans le camp de l'adversaire. Voilà, après les principes, il n'y a rien de bien folichon, et de toute façon, je ne peux pas bosser grand chose de plus, puisque j'ai pas comme je te dis, les joueurs offensifs sur la séance. Donc le principe, à défaut d'avoir ça, le principe c'est donc réaction à la perte, à la récup. Derrière, la capacité à jouer sous pression, parce que mine de rien, c'est important. Et pour aider aussi le dimanche match par rapport à moi, j'aime pas trop qu'on. Alors attention, je vais modérer. Dans le camp adversaire, d'ailleurs, moi, souvent mes jeux c'est comme ça. Les règles sont les suivantes. Dans le dernier tir offensif, t'es en jeu, t'es en totale liberté. C'est pas un pull-up. T'es en liberté créative. Si tu veux le faire en 1 contre 1, tu y vas. Il y a aucun souci là-dessus à partir du moment où c'est déséquilibre adversaire et que ça met en danger, ça met en difficulté l'adversaire. Après, j'ai plus de retenue sur les 2 premiers morceaux, donc sur les sorties de balle. On peut pas se permettre de tripoter le ballon, donc c'est 2 touches de balle max. En phase de création, lorsqu'on est en médiane, c'est pareil. On a des dimensions de terrain et puis on a un contexte qui fait que en D1 le dimanche en excellence, personne ne veut descendre, tout le monde veut monter. Donc ça veut dire des matchs qui se jouent au couteau, ça veut dire des matchs avec une certaine intensité, ça veut dire des joueurs avec beaucoup de densité autour. Ça veut dire qu'il faut voir vite. Donc moi les 2 premiers morceaux, donc moi je divise mon terrain en longitudinal, en vertical je le divise en 3. J'ai mon premier tiers, sortie de balle, 2 touches de balle max. Deuxième tiers, donc la médiate, si tu veux, en phase de création, où là, pareil, il faut décider vite. Si tu décides tard, les joueurs sont partis, sont en jeu, ou alors tu te fais prendre le ballon. Donc c'est pareil, c'est 2 touches de balle max. Ça oblige le joueur à voir vite. Par contre, le dernier tir offensif, quand on est bien lancé, qu'on est dans le chez adversaire, aux 30 derniers mètres, là, par contre, tu fais ce que tu veux, quoi, en quelque sorte. Là, si tu veux tripoter, si tu veux la garder,
en partant du principe que ça déséquilibre. Hein. On est bien d'accord. Le mec garde le ballon, il le perd, je le tue. Ça, tu vois, dans les formes jouées que je propose sur les séances d'entraînement, c'est tout le temps comme ça. Alors peut-être que je fais pas 3 morceaux, j'en fais que 2. Moitié de terrain qui nous est propre, c'est 2 touches de balle max. Quand tu es dans le camp adversaire, c'est liberté. Donc ça, tu vois, par exemple, ça, c'est des choses qui sont immuables. Ça ne bouge pas sur mes formes jouées, c'est tout le temps comme ça. Le même principe, quand tu récupères le ballon, la première passe qui suit la récupération, elle se fait vers l'avant. Si tu récupères et que tu le mets chez toi, tu repars de derrière, tu perds le fruit et tu perds l'avantage que tu avais à récupérer le ballon dans le camp adversaire. Et t'es prêt à accepter que c'est une passe qui peut être dangereuse, qui peut être parce que c'est un joueur qui vient de faire un effort, qui est fatigué, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément anticipé la récupération du ballon. Donc c'est une passe qui est quand même risquée. Mais t'es prêt à reperdre le ballon immédiatement ou c'est... Bah, le principe, c'est justement d'arriver à bosser ce genre de choses. Mais on part du principe que je n'ai pas le ballon. Pareil, j'ai des dimensions de terrain qui sont assez faibles. Donc nous, on est sur du bloc haut. On est vraiment très peu sur du médian et encore moins sur du bas. Le principe, c'est d'être acteur, que tu sois défensivement ou offensivement. Moi, c'est ça. Par contre, c'est pareil, c'est immuable. On est acteur. C'est-à-dire que quand tu as le ballon, tu es porteur du ballon, tu es en possession, tu attaques de façon placée ou rapide. Quand tu es défenseur, tu es tout de même acteur, alors que tu ne subis pas. Donc on défend en avançant, on vient cadrer, on vient presser. Et là pareil, il y a des zones et il y a des joueurs. Moi par exemple, un truc tout bête, moi c'est pas mon attaquant qui lance le pressing. Moi, celui qui lance mon pressing, c'est mon 6. Je pars du principe que c'est celui qui est le mieux positionné sur le terrain pour pouvoir lancer quelque chose. Donc c'est lui le starter. Après, c'est effectivement mon attaquant et les joueurs offensifs qui seront concernés côté ballon qui vont déclencher, qui vont répondre au déclenchement. Mais c'est mon 6 qui décide si on y va ou pas. Comment ça s'organise ça, par exemple? À ce moment-là, quand le 6 il déclenche, les attaquants sont face au jeu, ils défendent avec le ballon. Alors, face à eux. Là, défensivement, bon, quand je te dis que j'ai des principes assez simples, etc., bon, après tu peux pousser le truc. Moi, défensivement, on est sur un bloc compact. Très peu d'espace entre les joueurs, entre les lignes. Je pars du principe qu'un bloc compact, c'est 25-30 mètres entre ton premier et ton dernier défenseur. Sans le gardien compris. Je comprends pas le gardien. Donc mon défenseur central et mon attaquant, il y a 30 mètres. Donc ça laisse maxi. Hein. Ça veut dire que ça laisse peu d'espace entre les lignes et entre les joueurs. Donc on part du principe que l'adversaire est en sortie de balle, sans forcément qu'il y ait une largeur. Donc par exemple sur un 6 mètres, le ballon est dans l'axe, on referme dans l'axe. Le ballon est parti côté droit pour l'adversaire, donc à gauche pour nous. Le 6 estime que c'est le bon moment, on lance le pressing. Après tu connais, l'ailier va fermer latéral, mon attaquant ferme le retour, et on se met tous côté ballon. On laisse le côté faible libre. Le principe, c'est de récupérer le ballon et de faire mal au moment où on a récupéré le ballon. Si l'adversaire a réussi à renverser, c'est qu'on a mal bossé. Donc je pars du principe que on récupère le ballon sur cette action-là, on l'a récupéré dans le camp adversaire, on est, on est en position favorable, donc à la récup, la première passe, elle se fait vers l'avant. Si maintenant ce n'est pas possible, on repart de derrière, mais on a perdu les bienfaits de la récup. Donc c'est nous qui nous retrouvons en attaque placée, et effectivement derrière on resitue les choses, on reforme mes différentes lignes de passe, et on ouvre les angles qui vont bien. Mais le principe, à la récup, c'est jouer vers l'avant. Si on a bien récupéré le ballon, et qu'on a mis ce qu'il fallait, derrière on peut faire très mal. Puisque l'adversaire, a fortiori, était en attaque placée, était en sortie de balle, les joueurs étaient plutôt loin les uns des autres, assez large, le temps que ça réagit, on a un petit temps d'avance. Voilà, c'est un peu le principe. D'accord. Maintenant, si on n'y arrive pas, on repart. Tu disais... Mais mais moi j'ai une équipe en réaction. Tu vois, donc tout ce qui est attaque placée, etc., c'est pas notre dada, on n'est pas à l'aise. L'idée c'était ça au début. Mais j'ai une équipe en réaction, j'ai une équipe qui techniquement c'est pas une foudre de guerre, c'est pas un foudre de guerre. Donc il y a des joueurs avec qui on va pouvoir tenter des sorties de balles et des phases de construction, voire des phases de création. Il y a des joueurs avec lesquels ça va pas être possible. Donc l'idée,
c'est de se retrouver vite en situation de déséquilibre, tout simplement. Donc, je noircis un peu le truc, encore une fois, j'abuse dans mes propos, mais honnêtement, on n'est pas loin de la réalité. On est presque sur du boum-boum, quoi. Envoyer le ballon sur l'attaquant, et puis derrière, premier, deuxième ballon. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux gagner le championnat en excellence, il faut que tu puisses gérer à la fois ton premier et ton deuxième ballon. C'est que ça. C'est très peu de choses. À ce niveau-là. C'est très peu de choses de plus. Ah oui, à ce niveau-là, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut être capable de Tu faire? gagnes le premier, tu gagnes. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Après. Qu'est-ce qu'il faut être capable de faire pour gérer ce premier ballon et ce deuxième ballon? Alors, il te faut de la taille déjà. Ça, c'est un premier point indéniable. Là-dessus, on n'est pas trop mauvais. Enfin, on n'est pas trop mauvais. C'est pas notre fête, mais bon, j'ai des joueurs qui sont assez grands. Et puis, il faut un certain flair, quoi, parce que le premier ballon, j'ai envie de te dire, c'est plus facile à gagner, parce que c'est un duel en contre 1. Si tu apprécies bien la trajectoire, tu prends, c'est fini. Par contre, il faut sentir derrière. Et c'est là où on a beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'on a tendance à isoler le porteur. Et du coup, notre porteur à nous. Hein. C'est-à-dire qu'on a tendance à isoler le joueur qui a réussi à gagner le premier ballon. Ce qui fait que comme on ne se sent pas le coup, on est à la ramasse sur le deuxième ballon. Donc on perd les bienfaits de la récupération. Tu as gagné le premier ballon, mais si tu gagnes pas le deuxième, ça n'a pas porté ses fruits, quoi. Donc il faut aussi flairer le coup et être assez proches les uns des autres. Chose qu'on est en train de corriger petit à petit. On y arrive de mieux en mieux, mais c'était pas facile au début. Aux prémices, tu me dis, finalement, si c'était à refaire, je la referais. Si c'est pour continuer, je continue pas. Mais par contre, j'ai énormément appris, notamment de différentes expériences. Tu faisais référence à quoi sur notamment ces 7-8 premiers mois et quels enseignements tu en tires et par exemple, si justement il y a une ou deux anecdotes que tu serais capable de citer. Oh, j'en ai plein. Je peux t'écrire un livre. Alors, mais vas-y. Pour que tu comprennes là où je veux en venir. Aujourd'hui, pour moi, un club, une équipe senior D1 dans le 93 n'a pas besoin d'avoir un entraîneur brevet d'État. Le dimanche, la différence, ça se fait pas sur le plan tactique. Avec, encore une fois, la plus grande modestie. Je suis pas en train de te dire que je suis une machine. Mais la seule fois, et encore, derrière tu corriges, donc tu peux aussi t'adapter, enfin tu réponds. Mais la seule fois où tactiquement j'ai senti qu'il y avait quelque chose, on reçoit en coupe les JAD. Donc c'est l'équipe B en senior qui joue en R2 et qui est première à l'époque. Le championnat qui est invaincu, qui a pris 5 buts. Là je peux te dire que toutes les équipes en D1 93 jouent pratiquement de la même façon. Il y a très peu, voire pas du tout d'équipes qui jouent à 3 derrière. On est grosso modo sur un système en 4-2-3, 1-4-3-3. Voilà, il n'y a pas grand-chose de farfelu. Par contre, cette fameuse équipe de JAD joue à 3 derrière dans un premier temps, puis après, passer en 4-4-2 ans, peu de joueurs sur les côtés, bon voilà, on s'adapte. Là où je veux en venir, c'est que on n'a pas besoin d'un coach fin tactiquement. Tu sais, un gars qui tient ses joueurs, un peu grand frère, qui... Attention, il faut connaître le football quand même. Je suis en train de te dire qu'un gars qui débarque va réussir. Mais pour moi, c'est pas la qualité première d'un entraîneur senior, qui plus est en Seine-Saint-Denis D1. Pour moi, la première qualité que l'entraîneur doit avoir, elle doit être relationnelle. C'est là où j'ai beaucoup appris. Il faut un certain relationnel, il faut une certaine gestion humaine. Parce qu'encore une fois, c'est des joueurs, ce sont des joueurs, mais ça reste quand même des hommes. Et donc du coup, il faut être à la fois juste, il faut pas leur mettre à l'envers, ça je t'apprends rien, mais c'est comment tu parviens à fédérer autour de toi des gars pour lesquels le football, ce n'est plus du tout une passion, ce n'est plus du tout leur priorité, ça passe même après le taf, etc. Tu vois, c'est là-dessus que pour moi, c'est le premier critère. Tu peux ne pas connaître le football, mais si tu es bon là-dessus, tu peux y arriver et tu peux même monter. C'est pas la meilleure équipe. Ce sera pas forcément la meilleure équipe.
Je te parle footballistiquement. Et comment on le crée ce projet commun? Bah, j'ai envie de te dire qu'au début, je pensais qu'avec des soirées pizza, des trucs comme ça allait le faire. Mais il faut, ça se fait sur les séances au quotidien avec les joueurs que tu as. Ça se fait en prenant, tu vois, des trucs tout bêtes, en prenant des nouvelles, en échangeant, en t'intéressant à eux. C'est des trucs tout bêtes, tu vois, mais bon, s'intéresser aux joueurs, pour moi, c'est le minimum requis, savoir ce qu'ils font dans la vie, s'ils ont des enfants, femmes, etc., tu vois. Après, c'est pareil, ça c'est possible que si les mecs ils viennent dans l'entraînement. C'est-à-dire que s'ils viennent pas, c'est compliqué. Mais c'est là-dessus que qu'il faut pointer, c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet, et c'est là-dessus que j'ai dû comment dirais-je progresser. C'est comme c'est des choses qui sont indéniables. Prendre le temps pour échanger, discuter. T'es pas un simple entraîneur, tu mets en place une équipe, tu mets en place des séances et puis les mecs après sont, tu vois. Du coup, est-ce que je suis pas en train de te dire que je suis bon là-dessus, hein. Attention, non, bien sûr, c'est là-dessus qu'il faut être bon. Du coup, me vient la question, est-ce que il est nécessaire à ce niveau-là d'être un bon entraîneur ou un bon éducateur? Je réponds à tes questions en te disant qu'il faut être un bon meneur d'hommes. Faut ni être un éducateur, ni être un entraîneur. Il faut être un bon meneur d'hommes. Parce qu'encore une fois, mes causeries de début de match en début de saison, ça parlait beaucoup football. Là, ça parle de moins en moins football. Donc, parce que mine de rien, qu'on se le dise, le dimanche, le plus important, c'est de gagner. Hein. Si tu marques un but à la 90e minute, un vieux but des fesses sur corner, bah, c'est comme ça. Hein. Si t'as été gaze tout le match, t'as quand même gagné. Hein. Et c'est ce que les gens retiennent. Comment elle s'opère cette transition? Comment elle s'opère cette transition entre le début de saison où on parle plus davantage de foot que... Bah, quand tu mets en place des choses, que tu parles football et que finalement la différence, elle ne se fait pas footballistiquement, mais plutôt sur les attitudes, le comportement et l'état d'esprit, bah, tu sais qu'il vaut mieux mettre le paquet là-dessus plutôt que de parler foot. Il y a des principes. Footballistiquement parlant, il y a des principes qu'on a mis en place. Ils sont actés. Maintenant, que le joueur ne parte pas au bon moment, qu'il n'y ait pas une synchronisation entre le porteur et le receveur, ça c'est même en pro, ça existe. Là-dessus, c'est pas grave, ça se corrige. On continue à travailler sur les séances. Donc les principes, ils sont actés. Ça, les joueurs, ils le connaissent. Maintenant, il faut qu'on insiste sur l'état d'esprit, sur les attitudes. Parce que ça, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Et ceux qui l'ont pas, il faut que ça vienne. Parce que si ça vient pas, la différence, ça peut se faire là-dessus. Je te sors un match il y a 15 jours contre Saint-Denis, tout au début du coronavirus, là. On perd 4-3. C'est nous qui perdons le match. C'est pas l'adversaire qui nous a été supérieur. C'est nous qui laissons le match. Parce qu'au niveau des attitudes, on n'y est pas. On est mené 1-0. On égalise, dans la foulée, on met un 2-1. 2-1 à la 20e minute de jeu à l'extérieur. Tu ne peux pas perdre. Si tu fermes bien, ton bloc est compact, tu es costaud, tu te files les bonnes infos. Allez, dans le pire des mondes possibles, il y a 2-2. Et tu ne peux pas perdre une rencontre de ce type-là. Il s'avère que non seulement on prend un deuxième but, mais dans la foulée, on en prend un troisième et un quatrième. Et c'est sur des choses simples. Premier ballon, deuxième ballon, l'attitude à la perte, etc. C'est des trucs. Et c'est des trucs sur lesquels, je pense, il faut insister en causerie, en préambule d'une rencontre, et pas forcément footballistiquement. Et elles ressemblent à quoi ces causeries? Est-ce qu'elles se ressemblent souvent? Est-ce que elles dépendent de l'adversaire? D'accord. Je sais pas. La guerre. Par exemple, ça dure combien de temps généralement tes causeries? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce que ça dépend des dimanches? Est-ce que ça dépend du groupe ou de l'adversaire ou à extérieur, domicile? Alors j'ai appris que sur un groupe senior, il faut pas faire trop de surprises, quoi. Il y a un certain schmilblick, une certaine continuité, un train-train quotidien qu'il faut imposer, enfin qu'il faut mettre en place. Et ça, plus tu augmentes de niveau, plus c'est le cas. Plus c'est vrai, je dirais. À commencer par l'échauffement. Le même échauffement, la même personne qui prend l'échauffement, etc. Donc pour moi, la causerie, elle suit cette forme. C'est toujours la même. Il y a une équipe qui est mise en place.
Il y a dans un premier temps un contexte qui est rappelé sur la rencontre, en fonction de l'adversaire, du classement, du match, etc. Il y a derrière ce que je veux offensivement, ce que je veux défensivement, un petit récap sur les coups de pied arrêtés off, def. Et puis, on part à l'échauffement. Est-ce que quelqu'un d'autre prend la parole dans la causerie? Non, pas à ce moment-là. D'accord. Quand ils partent à l'échauffement, sans maillot, ils reviennent pour récupérer leur maillot, et là, on envoie un dernier coup de taquet, où là, on parle pas très football, quoi. Là, on parle de guerre, d'état d'esprit, tatata. Et c'est à ce moment-là que la parole est donnée aux leaders de vestiaire qui en profitent aussi pour rajouter une couche. Donc, généralement, c'est capitaine, c'est les expérimentés, quoi, les 2-3 leaders de vestiaire, qui du coup se font relais, et puis là, j'ai envie de te dire, moi, je sors du vestiaire, j'attends la sortie, tac, on tape dans la main, et puis on envoie le pâté, quoi. Voilà, c'est tout le temps la même forme. D'accord. Il n'y a pas de. J'avais au début j'avais fait des feuilles, j'écrivais, et puis ça prend pas plus que ça, donc je vais pas m'emmerder. Je vais pas m'emmerder à écrire. Donc voilà, il y a un focus qui est mis sur l'importance de gagner et l'état d'esprit, et puis voilà. Après. C'est sur cette note donnée à l'état d'esprit que nous clôturons cet épisode. Comme vous l'avez remarqué, pas de conclusion nette, pas de grand professionnalisme dans ce podcast, juste le souhait et la générosité de vous partager des échanges que j'ai sur mon parcours avec des entraîneurs qui ont pu m'inspirer. Si jamais vous pensez que c'est le cas, autour de vous, une personne pourrait être inspirée par le contenu de cet échange, n'hésitez pas à le partager. C'est un contenu que vous pouvez retrouver au nom de Footballagogie sur différentes plateformes de podcast que peuvent être Spotify, Deezer, Apple Podcast, iTunes, Podcast Tracker ou bien Castbox. Ainsi, comme je vous l'ai mentionné dans l'introduction de cet épisode, vous retrouverez la suite de notre échange dans un nouvel épisode où nous aborderons plus en détail une expérience récente de Mickaël où il a pu notamment être analyste vidéo pour le club de football de la ville de Blanc-Mesnil au niveau R1, qui correspond un peu à un niveau semi-professionnel. Voilà, j'espère que ce contenu pourrait également vous intéresser, ainsi je vous donne rendez-vous pour la suite de cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter ce contenu. Je vous dis à très bientôt.